En 2020, Gérald Darmanin, alors ministre de l'Intérieur, rappelait les raisons qui motivent son opposition à toute forme de légalisation du cannabis. La drogue, c'est de la merde. On va pas légaliser cette merde. La drogue, c'est de la merde. Alors certes, l'analyse est fine et on reconnaîtra à monsieur Darmanin sa culture en matière de spots de sensibilisation du XXe siècle. Mais en gros, on comprend un peu l'idée. Le cannabis est interdit parce que c'est une drogue et que la drogue, c'est dangereux. La drogue c'est mauvais, voyez. Mais normalement, si vous avez un poil de culture générale et de jugeote, vous devriez très vite vous apercevoir que c'est un argument à minima très incomplet. Après tout, il existe bien des substances dangereuses comme l'alcool et le tabac qui sont parfaitement légales. D'autres drogues sont encadrées et circonscrites à des usages médicaux comme les opioïdes ou les amphétamines. Donc le fait qu'un produit soit dangereux n'entraîne pas mécaniquement son interdiction. C'est avant tout une question de balance bénéfice-risque. Or, dans le cas du cannabis qui est soumis à une prohibition totale, on doit normalement en déduire que la dangerosité doit être démesurément élevée au regard de ses bénéfices. Non? Eh bien non, c'est pas aussi simple que ça. Car depuis des années, cette évaluation bénéfice-risque du cannabis est l'objet d'une véritable guerre scientifico-politique en coulisses, qui voit s'affronter les défenseurs ardents d'une prohibition totale et les tenants d'une politique de régulation basée sur la réduction des risques. Un affrontement où, vous allez le voir, la science est particulièrement malmenée. Aujourd'hui donc, on se plonge à l'interface entre sciences médicales et politique. On va parler académie de médecine, guerre informationnelle et même glissement ultra conservateur à la limite de l'eugénisme. Oui, tout ça. Entre sciences, société et politique, on fait le point sur la guerre cachée du cannabis. Bienvenue dans l'Argumentarium. Vous avez le devoir d'écouter les scientifiques. Et c'est tout ce que nous... Lorsqu'il y a des faits avérés, il faut quand même regarder la science. Donc c'est vrai, moi ça me met mal à l'aise de réaliser qu'un expert scientifique en fait verse dans le militantisme politique. Si vous ne vivez pas dans une grotte, vous aurez normalement constaté que nous avons vécu il y a quelques semaines une de ces résurgences de l'éternel débat sur la légalisation du cannabis. Depuis la mi-février, on ne compte plus les interviews, les analyses et documentaires divers sur le sujet, qui semblent aller de plus en plus souvent dans le même sens. Car année après année, un constat commence à faire presque consensus dans la communauté des spécialistes du domaine. La prohibition ne fonctionne pas. Je ne saurais d'ailleurs que trop vous conseiller l'excellente vidéo de Stupid Economics sur le sujet, qui aborde donc les aspects économiques du problème. Mais aujourd'hui, on va explorer un tout autre aspect de cette thématique. Car si ce constat d'inefficacité de la politique de prohibition semble assez largement partagé chez les spécialistes, eh bien celui-ci ne semble pas particulièrement convaincre l'opinion publique ou même la classe politique qui reste relativement clivée sur cette question. Alors, pourquoi ? Eh bien parce qu'au-delà des aspects économiques ou de lutte contre le narcotrafic, on sait aujourd'hui que l'élément le plus déterminant chez les personnes réfractaires à l'idée de légaliser le cannabis, eh bien c'est avant tout la perception de sa dangerosité. Alors à ce stade, je me dois de préciser quelque chose d'important, parce que sinon je sens que ça va m'être ardemment reproché. Oui, le cannabis est dangereux, et non, ce n'est pas un produit anodin. Le cannabis est un psychotrope qui va avoir des effets très directs sur le cerveau et notamment des adolescents. Troubles de la mémoire, anxiété, dépression, addiction, le cannabis peut produire chez les jeunes toutes sortes d'effets dont on ne sait pas encore s'ils sont entièrement réversibles. La consommation excessive de cannabis est également associée, à nouveau chez les adolescents, au développement de certains troubles psychiatriques comme la psychose ou la schizophrénie. Enfin, évidemment, comme il est très souvent fumé, souvent avec du tabac, eh bien le cannabis expose à toutes les pathologies cardiovasculaires, pulmonaires et évidemment cancérigènes liées à cette combustion. Donc, avant qu'on me fasse dire ce que je ne dis pas, non, consommer du cannabis n'est absolument pas sans danger. Et au passage, ne conduisez jamais sous l'emprise de stupéfiants, c'est une très mauvaise idée. Mais maintenant qu'on a dit ça, il faut également prendre la mesure d'une chose. Les Français semblent parfaitement au fait de ces risques. Selon un sondage de l'IFOP de 2021, 75 à 90% des sondés se révèlent tout à fait conscients de ces conséquences néfastes du cannabis, et notamment sur le cerveau. Mais on l'a vu, c'est pas un argument suffisant pour justifier de son interdiction. Le tabac aussi est dangereux, l'alcool également, et particulièrement sur le cerveau. Et pourtant, leur consommation reste parfaitement légale. Et donc, une question demeure, le cannabis est-il
plus dangereux que nos drogues légales. Et c'est là que ça se complique. Depuis pas mal d'années déjà, beaucoup d'études concernant les drogues en sont arrivées à une conclusion un peu gênante. Quel que soit l'indicateur que l'on prend, le cannabis ne semble jamais se démarquer par un surdanger particulier. Et ce serait même l'inverse. Selon le dernier bilan de Rames, ou décès en relation avec l'abus de médicaments et de substances, le cannabis aurait été associé en France à la mort d'une centaine de personnes en 2022. Si on cumule la mortalité associée aux problèmes cardiovasculaires et les morts indirectes comme les chutes, noyades et autres accidents. Et vous noterez qu'on parle là de mort par association, pas de causalité. Car concernant la mortalité directement imputable au cannabis par overdose, eh bien selon toute vraisemblance, il n'y en a pas. Et le bilan, c'est 0. C'est pas beaucoup, hein. Non, effectivement, c'est pas beaucoup. À titre de comparaison, l'alcool tue 49 000 personnes par an en France, chaque année. Et le tabac, c'est 78 000. Et ce constat d'une drogue relativement moins dangereuse pour la santé que l'alcool ou le tabac va être établi à travers la quasi-totalité des indicateurs considérés depuis des décennies. Que ce soit sur la mortalité, le caractère additif, physique ou psychique, la neurotoxicité, les risques sociaux et même le coût de la prise en charge pour la société, c'est simple, le cannabis et ses dérivés arrivent systématiquement en bas ou au milieu du peloton dans absolument tous les travaux d'évaluation de dangerosité des drogues. Et surtout, quoi qu'il arrive, le podium est systématiquement occupé par une drogue qui reste parfaitement légale, l'alcool. Et donc pour les défenseurs d'une prohibition totale sous couvert de dangerosité du cannabis, eh bien l'argument se révèle intenable. Car si on suit ce critère, rien ne peut justifier que l'alcool soit légal et que le cannabis ne le soit pas. Mais encore faut-il être au courant de cette différence de dangerosité. Et c'est peut-être ça, le fond du problème. En 2025, une étude publiée par l'INSERM montre qu'en France, la perception du cannabis au regard du tabac et de l'alcool est totalement biaisée. Que ce soit chez les personnes opposées à la légalisation ou celles en faveur de celle-ci, la part des personnes considérant que le cannabis est soit aussi dangereux, soit plus dangereux que l'alcool et le tabac est écrasante. On parle de 75 à 85% des gens. Pour les opposants à toute forme de légalisation, c'est même 63% qui considèrent le cannabis plus dangereux que l'alcool et le tabac. Et même dans le monde médical, qu'on pourrait penser plus renseigné, une thèse de 2018 soutenue par le médecin Olivier Bertrand concluait que le cannabis souffrait d'un biais de perception négatif complètement surévalué de la part d'une grande partie des médecins français. Le constat est donc assez clair. Nous semblons tous atteints d'un biais de surévaluation du danger du cannabis au regard de nos drogues légales. Or, on le sait, c'est principalement ce biais qui motive l'opposition à toute forme de légalisation. Alors forcément, la question se pose, d'où vient ce biais ? Le 9 avril dernier, la très sérieuse et prestigieuse Académie de médecine publie un communiqué intitulé « La légalisation de l'usage récréatif du cannabis causerait de graves problèmes en termes de santé publique ». Dans ce texte, les académiciens égrènent les arguments pour affirmer leur opposition à toute forme de légalisation. Selon eux, les retours d'expérience des pays ayant légalisé l'usage récréatif du cannabis sont en effet effroyables. La consommation explose, les cas de schizophrénie liés au cannabis également, tout comme les hospitalisations pour cause d'intoxication au cannabis, les accidents de la route sous emprise du cannabis, etc. Bref, le communiqué est alarmant. Surtout que tous ces arguments semblent s'appuyer sur des études scientifiques, tout ce qu'il y a de plus sérieuse. Cette position va évidemment être reprise dans plusieurs médias et participer à alimenter le narratif prohibitionniste en insistant lourdement sur le danger manifeste que représente le cannabis. Et ce qu'on ne peut s'empêcher de noter en remontant un petit peu dans les communiqués précédents de l'Académie, c'est que l'institution scientifique n'en est pas vraiment à son coup d'essai. C'est simple, à chaque fois que la question de la légalisation du cannabis, que ce soit récréatif ou thérapeutique, surgit dans le débat public, l'Académie se fend d'un communiqué rappelant à chaque fois son opposition ferme à toute évolution de la loi.
Et systématiquement, l'argument avancé est toujours le même. Légaliser entraînerait de graves problèmes de santé publique. Et donc forcément, la position de l'Académie de médecine sur le sujet va avoir un certain poids dans le débat public. Une institution aussi prestigieuse tout de même. C'est pas rien, c'est pas 3 personnes. D'autant plus que cette position prohibitionniste à grand renfort de science ne va pas seulement être diffusée à travers ses communiqués. Car au sein de l'Académie, certains scientifiques et médecins vont faire de la lutte contre la légalisation du cannabis une véritable obsession et vont se saisir d'absolument tous les espaces médiatiques pour diffuser leurs messages alarmistes. Et parmi eux, on trouve un nom qui ne vous dira peut-être rien, mais qui est pourtant particulièrement connu dans le domaine, le docteur Jean Costantin. Né en 1943, Jean Costantin est docteur en médecine, pharmacien et professeur émérite de la faculté de santé de Rouen. Mais surtout, il est membre titulaire des académies de médecine et de pharmacie, et c'est l'un des défenseurs les plus acharnés de la prohibition totale du cannabis. Ces 20 dernières années, il a publié ou contribué à une demi-douzaine de livres sur le sujet, dont 3 ouvrages entièrement consacrés à la lutte contre le cannabis. Président du CNPERT, le Centre national de prévention, d'études et de recherche sur les toxicomanies, il va contribuer à alimenter de manière systématique la controverse sur les dangers du cannabis, notamment à travers le blog du centre, drogueaddiction.com. Et quand je dis qu'il y a une petite fixette sur le cannabis, c'est-à-dire que lorsqu'on tape l'acronyme du centre sur Google, regardez ce qui sort comme titre du site, réalisé sans trucage, promis juré. Pendant 2 décennies, le professeur Jean Costantin sera ainsi le fer de lance de la bataille contre toute forme de dépénalisation du cannabis. C'est simple, dès qu'un débat est organisé sur le sujet dans les médias, c'est quasi systématiquement lui qui viendra apporter le contre-argumentaire scientifique prohibitionniste. Menant une véritable guerre informationnelle, Jean Costantin et ses collègues du CNPERT vont multiplier les interventions dans les médias, comme Ouest France, mais aussi sur des sites de plus en plus conservateurs, comme le Figaro Vox, Atlantico ou Radio Courtoisie. Il sera même auditionné à l'Assemblée nationale en 2020 avec son collègue le professeur Jean-Pierre Goulet dans le cadre de la mission d'information sur la réglementation et l'impact des différents usages du cannabis. Cette audition sera qualifiée de véritable douche froide pour les parlementaires par le média LCP. Les 2 professeurs vont en effet battre en brèche absolument tous les arguments allant dans le sens du cannabis thérapeutique, cumulant les propos alarmistes, notamment sur la schizophrénie des jeunes. 10% de schizophrène. C'est terrifiant ce que je vous dis là. Bref, tous les moyens sont bons pour mener la lutte politique à grand renfort d'arguments d'autorité et rappeler à tout le monde la supposée dangerosité extrême du cannabis, quitte à prendre parfois quelques libertés avec la science. Car dans cette lutte, tout azimut à grand renfort de bibliographie scientifique, un glissement va s'opérer. En 2017 puis en 2019, le média spécialisé Newsweek va prendre le temps de décortiquer les arguments de Jean Costantin dans 2 articles très détaillés, Jean Costantin est-il dangereux et les petits arrangements avec la vérité de Jean Costantin. Le média va alors en arriver à une conclusion très dérangeante. Les défenseurs de la prohibition, Jean Costantin en tête, détournent très régulièrement les données de la science pour diaboliser le cannabis. Sélectionnant soigneusement les publications allant exclusivement dans leur sens, grossissant le trait, gonflant les chiffres, ils vont régulièrement sortir certaines conclusions de leur contexte pour charger le cannabis de tous les maux. Dans leurs communiqués, comme celui du CNPERT de 2022, on retrouve par exemple des phrases qui jugent le cannabis aussi addictif que l'alcool et le tabac, et encore plus délétère que ces 2 premières, en contradiction totale avec les connaissances scientifiques. Autre exemple, ils vont insister lourdement sur la mortalité routière, qu'ils vont constamment surévaluer, amalgamant accident de la route avec détection de THC et accident de la route causé par la consommation de cannabis. Alors que les 2 ne sont pas forcément liés. Être positif au THC n'implique pas qu'on soit sous l'emprise du cannabis, le THC restant détectable de longues heures et même parfois plusieurs jours dans le corps après que les effets se soient dissipés.
produisant beaucoup de raccourcis, ils vont également constamment prédire une hausse de la consommation des adolescents en cas de légalisation, par la supposition d'une forme d'interdit qui sauterait mécaniquement. Alors que les études sur le sujet indiquent au contraire qu'aucune variation significative n'est observée dans la consommation des adolescents après une légalisation. Et ces glissements, ces petits raccourcis, ces conclusions tronquées, eh bien, on va les retrouver absolument partout. Et jusque dans les communiqués officiels de l'Académie de médecine, comme celui du 9 avril dernier. Parce que lorsqu'on se penche sur les arguments et les sources citées par le communiqué, eh bien on s'aperçoit assez vite que plein de choses ne vont pas. Concernant l'explosion de la schizophrénie liée au cannabis suite à sa légalisation par exemple. À première vue, l'augmentation paraît en effet incontestable. Mais déjà, dans l'étude, on parle de schizophrénie associée à des troubles de l'usage du cannabis, et pas de l'usage du cannabis tout court. Et c'est une différence importante, parce que la majorité des usagers du cannabis ne développent pas de troubles de l'usage du cannabis. Mais surtout, ce que les auteurs de l'étude scientifique précisent, c'est que l'augmentation de ce risque de développer une schizophrénie n'est pas due à la légalisation. Elle est due à l'augmentation de la consommation générale de cannabis elle-même, et en particulier de sa teneur en THC. Et c'est d'ailleurs très clairement précisé, noir sur blanc, dans l'étude. Le pourcentage de nouveaux cas de schizophrénie associés au THC a augmenté graduellement au fil du temps et ne s'est pas accéléré après la libéralisation du cannabis médical ou la légalisation du cannabis non médical. Sous-entendre que la légalisation a entraîné une augmentation des cas de schizophrénie est donc faux. De la même manière, l'affirmation sur la multiplication par 11 du risque de psychose lié au cannabis chez les 12-19 ans après une légalisation pose un vrai problème. Car l'étude à laquelle se réfère l'Académie ne porte en réalité pas sur ça. C'est une étude qui évalue les effets du cannabis sur la psychose selon l'âge des consommateurs et elle a été menée entre 2009 et 2012. Donc bien avant toutes les politiques de légalisation canadienne. Dire que le risque a été multiplié par 11 suite à la légalisation au Canada est donc à nouveau totalement faux. Ensuite, sur l'argument de la légalisation qui amènerait à l'explosion de la consommation de cannabis, eh bien à nouveau, ça ne va pas. Car si l'étude citée par l'Académie montre bien cette corrélation, l'auteur alerte à nouveau très clairement sur toute interprétation en causalité. Cet article ne tente pas d'établir des liens de causalité entre les changements de politique et leurs résultats et désavoue explicitement toute inférence de ce type. Difficile de faire plus explicite comme mise en garde. Enfin, cerise sur le gâteau, si vous avez vu la vidéo de Stupid Economics, vous vous souvenez probablement de ce passage de Gérald Darmanin qui fait un lien complètement absurde entre légalisation du cannabis et le fentanyl, la crise des opioïdes que vivent les États-Unis. S'ils ne peuvent pas vendre ce produit qui rapporte d'argent liquide, ils iront vers d'autres drogues plus dures. C'est pour ça qu'il y a le fentanyl aux États-Unis notamment. C'est parce qu'on a légalisé dans beaucoup d'États des Amériques le cannabis. Quand on ne peut plus vendre du cannabis parce que manifestement les gens ont trouvé un lieu légal pour l'acheter, on va vers la cocaïne, vers l'héroïne ou vers la drogue de synthèse. Donc on va dans des drogues encore plus dures. Eh bien sachez qu'on retrouve cet exact même argument dans le communiqué de l'Académie qui s'appuie justement sur une étude scientifique sur le fentanyl et les opioïdes pour asseoir son propos. Et là, à nouveau, énorme problème. Cette étude ne fait strictement aucune mention du cannabis ou de sa légalisation. Aucune. Alors, je vais m'arrêter là pour les exemples, parce que je pense que vous avez compris le problème. L'argumentaire scientifique déployé par l'Académie de médecine n'a en réalité pas grand-chose de scientifique. Celui-ci ne poursuit qu'un but, peindre le portrait d'une drogue extrêmement dangereuse et biaiser le débat sur sa légalisation. Bref, c'est un parfait exemple de ce qu'on appelle le raisonnement motivé. Alors forcément, la question qu'on se pose, c'est motivé par quoi ? En parcourant les différentes interventions et communiqués des prohibitionnistes sur la question du cannabis, eh bien ce qu'on peut s'empêcher de noter, c'est que ces interprétations scientifiques vont souvent être alignées sur des positions politiques plutôt conservatrices. Dans le communiqué du CNPERT publié en 2022 par le think tank très à droite l'Institut pour la justice,
On retrouve ainsi des considérations sur la restauration de l'autorité, l'immigration en Allemagne, la mondialisation, la compétition, le goût d'entreprendre et d'être les meilleurs, ce qu'empêcherait évidemment le cannabis. Le CNPERT et le professeur Jean Costantin vont ainsi expliquer que la drogue de la crétinisation, comme ils l'appellent, est responsable de la dégringolade de la France dans le classement PISA des élèves, sans aucune étude pour soutenir ces propos. Et au fur et à mesure des années, et alors que la position légaliste prend de l'ampleur, on constate la crispation conservatrice du camp prohibitionniste. Ces derniers vont alors multiplier les attaques contre certains addictologues perçus comme du camp adverse. Parce que oui, il y a un autre camp dans cette guerre. Cet autre camp auquel les prohibitionnistes s'opposent, c'est le camp des addictologues spécialistes de ce qu'on appelle la politique de réduction des risques. L'idée de cette politique de santé publique, c'est qu'au lieu de se concentrer sur l'interdiction, la sanction et l'injonction à l'abstinence, qui ne semblent pas particulièrement efficaces, les professionnels de santé se concentrent plus sur l'information aux patients, la reconnaissance de l'addiction comme une maladie chronique et l'accompagnement vers des pratiques réduisant les risques, comme son nom l'indique. C'est une politique qui a particulièrement bien fonctionné en France depuis sa mise en place pour lutter contre la transmission du VIH dans les milieux toxicomanes, par exemple. Seulement pour les prohibitionnistes, cette politique de réduction des risques est perçue comme un renoncement intolérable, une défaite de l'autorité face à des pratiques illégales et délétères. Pire, c'est la porte ouverte à une société tolérante vis-à-vis de l'usage des drogues. Le débat va s'envenimer et à partir de 2010, le clivage est total. Et même si ça ne se voit pas dans le débat public, les deux camps s'opposent parfois frontalement par billets interposés. En 2014, l'addictologue Didier Gell, ancien président de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les toxicomanies, va ainsi réagir à un énième communiqué de l'Académie de médecine dans une lettre ouverte particulièrement acerbe. Non, l'Académie nationale de médecine ne remplit pas sa mission. Sous l'influence de quelques membres extrémistes, elle lance des oukases inutiles dans un domaine qu'elle connaît mal. Les mesures préconisées par l'Académie de médecine ne sont pas pertinentes, elles sont idéologiques et non pragmatiques. Jean Costantin va alors répondre en attaquant directement Didier Gell et sa prédécesseuse à la MILT, sous-entendant un biais trotskiste chez cette dernière, et les rendant complices de la hausse de la toxicomanie en France. Car pour lui, c'est simple, la prohibition échoue avant tout parce qu'elle n'est pas assez radicale. Face à la montée en puissance de la politique de réduction des risques portée notamment par des addictologues comme Didier Gell, William Lowenstein ou Amin Benyamina, la position de Jean Costantin va alors se faire de plus en plus réactionnaire. Plongeant dans une radicalité totale, il multipliera les billets problématiques sur des sites d'extrême droite comme Boulevard Voltaire, où il tiendra une ligne de plus en plus extrême, fustigeant ses opposants, dépeints en 68 ardés, en idéologues déconstructeurs, des idiots utiles, des individus affamés de profit. Il finira même en janvier 2025 par publier une tribune sur Atlantico où il en appellera à placer les toxicomanes en centre fermé pour leur faire subir un sevrage forcé et à leur imposer une contraception contrainte pour éviter, attention je cite, mais je préviens ça pique, que les toxicomanes ne transmettent à leur progéniture des troubles, méfaits, tares, vulnérabilités liés à leur toxicomanie. Oui, on est quasi dans la stérilisation de force. Ah mais j'avais prévenu que ça partait en eugénisme cette histoire. Alors évidemment, face au tollé provoqué par ce billet, l'Académie a enfin dû se désolidariser de ce gênant contributeur. Mais comme on l'a vu avec son dernier communiqué, celle-ci reste particulièrement attachée à son approche prohibitionniste et à ses méthodes. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Car devinez qui a pris la présidence de l'Académie de médecine en 2023 ? C'est Jean-Pierre Goulet, le compère de Costantin, qui avait été auditionné par l'Assemblée nationale en 2020 et qui est accessoirement le nouveau président du CNPERT. La ligne prohibitionniste à l'Académie de médecine a donc encore, malheureusement, de bien beaux jours devant elle. Bref, vous l'aurez compris, ce groupe de scientifiques prohibitionnistes et de toute évidence assez conservateurs aura donc fourni pendant 2 bonnes décennies la majorité des arguments prétendument scientifiques pour peser sur la politique vis-à-vis des drogues en France.
Et encore, si je dis 20 ans, c'est parce que je me base uniquement sur des ressources numériques disponibles. Et si vous me trouvez dur dans l'analyse de la dérive idéologique de l'Académie de médecine, eh bien voici ce qu'en disait en 2018 le médecin Olivier Bertrand, auteur de la thèse sur la perception du cannabis et désormais engagé dans la politique de légalisation. En France, l'Académie nationale de médecine relaie très régulièrement ces informations mensongères depuis 40 ans et les appuie actuellement par des ouvrages de certains membres de l'Académie peu scrupuleux ou de leurs thésards dont les conclusions sont littéralement déconcertantes de par l'ampleur des contre-vérités qui y sont exposées et la teneur idéologique du discours. Alors à quel point ce petit groupe a-t-il eu de l'influence sur les politiques liées aux drogues en France ? Difficile de l'évaluer, mais force est de constater que les arguments prohibitionnistes circulent bel et bien entre l'académie et certains politiques. Moi je lis ce que dit l'Académie nationale de médecine, elle émet les plus grandes réserves sur le cannabis thérapeutique, donc j'ai plutôt tendance à me réfugier derrière celle-ci. En revanche, ce qui est très probable, c'est qu'en surchargeant le cannabis de tous les maux de la terre pour empêcher à tout prix sa légalisation, eh bien Jean Costantin et ses confrères ont participé à brouiller la perception du danger de cette drogue auprès des médecins et du grand public. Conséquence, chez les opposants à la légalisation, le cannabis reste perçu comme une drogue parfois plus dangereuse que le tabac et l'alcool, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et chez les consommateurs de cannabis, le risque est parfois paradoxalement minimisé du fait de cette diabolisation un peu ridicule qui apparaît bien hypocrite au regard du traitement réservé à l'alcool. Enfin, la ligne prohibitionniste des académiciens a surtout fait prendre un immense retard à la France dans sa politique de réduction des risques, qui a pourtant largement fait ses preuves. Mêlant habilement références scientifiques raccourcies difficiles à voir pour qui n'est pas spécialiste et charges idéologiques contre des addictologues perçus comme sapant l'autorité de l'État, les médecins conservateurs comme Jean Costantin ont pu entretenir pendant des décennies une pseudo-controverse scientifique sur le sujet. Une stratégie désormais très connue dans le monde scientifique, l'entretien du doute. Et ce qu'il faut bien dire, c'est que jusque-là, la stratégie a plutôt bien fonctionné. Mais il ne tient qu'à nous de faire en sorte qu'elle ne fonctionne plus. D'être attentif à la façon dont les connaissances scientifiques sont mobilisées pour servir des narratifs politiques et d'apprendre à faire la part des choses. Et surtout, peut-être est-il enfin temps de faire confiance aux addictologues quand ils disent que la politique actuelle ne fonctionne pas et qu'il faut en changer. De cesser de voir les toxicomanes comme des délinquants à sanctionner, mais comme des patients à accompagner. Et enfin, d'avoir une connaissance réelle et non pas fantasmée de ces produits, dans un sens comme dans l'autre, et des dangers qui leur sont propres. Et peut-être pourra-t-on enfin mettre en place une politique de réduction des risques adaptée aux enjeux de la société et véritablement basée sur la science.